Avant qu'on démarre cette vidéo, et avant que je te fasse mon intro, tout ça, enfin bref, tu connais, sur cette première partie d'année, si tu avais un souvenir, la première chose qui te vient en termes d'expérience jeu de société, est-ce que ce souvenir serait positif ou négatif? Est-ce que ce serait quelque chose, une attente qui t'a grandement déçu, ou une très bonne surprise, ou un jeu que tu attendais depuis longtemps et qui t'a absolument pas déçu? Bref, je t'invite à me dire ce que t'en penses là-dessous. Moi, je vais te parler aujourd'hui forcément de toutes ces expériences qui m'ont marqué durant ces 6 premiers mois. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, on parle bilan. On parle bilan mi-année, donc ça fait 6 mois, t'as vu, moitié de l'année. L'année dernière, j'avais fait 9. Mais bon, on était en train de on était en train de se positionner. 9 mois, c'est pas sûr. 9 plus 9, 12. Ça sonne pas. Hop, 6 mois. Et voilà, t'as vu, ça progresse. On améliore la qualité, et on améliore les mathématiques. Et ça fait plaisir. Donc, salut, bienvenue dans cette vidéo. Je veux te parler de ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé, de ce qui m'a plu, surpris, de ce qui m'a déçu, de ce qui m'a grandement déçu, des attentes, des tarifs aussi, des tarifs sur certains jeux qui sont exorbitants pour une expérience de jeu qui est moindre, ou alors le contraire, parfois des jeux qui sont vraiment pas très chers pour une expérience plus enrichissante. Bref, des oubliés aussi, il y aura quelques oubliés parce que je n'ai pas pu tout tester. Voilà, il y a des jeux que j'ai, qu'il faut absolument que je teste, et qui, je pense, si j'en parle là, pourraient intégrer ce top ou ce flop. Ça sera un peu difficile, parce que si tu commences à partir du principe que c'est naze, on va avoir un souci. Mais en tout cas, voilà, on va faire une ribambelle de petites choses, je vais vous présenter tout plein de petits jeux, souvent mon expérience. Mais avant de démarrer, certains de vous en avaient pris connaissance il y a très peu de temps, j'ai lancé un Ko-fi, et sur ce Ko-fi, eh bien j'ai eu pas mal de réponses, et ça me fait super plaisir. Donc le lien du Ko-fi est en dessous si jamais tu veux participer. Pourquoi? Parce que je te parle de ça parce que il y aura régulièrement des jeux à gagner qui font partie de ces copies qui me sont envoyées par des éditeurs à des fins de review, voilà. Donc dans ces copies, il y a des jeux que j'ai aimés, des jeux que j'ai moins aimés, mais bref, peu importe, le principal c'est que toi, tu t'amuses avec, donc sache que si tu veux participer à tout ça, il suffit d'aller cliquer sur le Ko-fi, sur le lien du Ko-fi qui se trouve en dessous, et aujourd'hui, je vais faire des remerciements à Aircom Rémi, Porcy35, Mivael, Miss Meeple BG, Terrorisk, Nora, Alcy Loop, Michael Gongora, Kras, Nebola, Las Blaze, Sébastien, R44, Chris Solo, Cormir et Ashlar. Et on commence, juste après le like, on s'abonne et on s'aime. Hop, on a tapé le micro, il y a de la violence. On démarre sur ce top 3. Top 3. On va faire un top 3, et puis d'autres petites catégories, vous allez voir. Je commence par le top 3. Le top 3 de cette première partie d'année, c'est un jeu dont on n'a malheureusement pas trop entendu parler sur le réseau. Je trouve, en tout cas, par rapport à ce qui était proposé vis-à-vis du gameplay. Je vais vous parler de Anunnaki, Dawn of the Gods, donc la déchéance des dieux, mais bon, Anunnaki. Anunnaki, qui est un jeu de Danilo Sabbia et de Simone Luciani, le tout premier 4X de Simone Luciani, qui est édité donc chez Intrafin. C'est un jeu dans lequel vous allez donc devoir diriger une civilisation au travers d'un dieu. Voilà, vous avez un dieu primordial avec des dieux mineurs, bref. Et l'idée, c'est que, suivant ce système 4X, donc pour exploration, exploitation, extermination et exfoliation des peaux, c'est pas ça, exploitation, extermination, expansion. T'as vu? J'ai dit le bon, mais l'autre j'ai oublié. Exploration. L'idée, c'est que donc il va falloir, suivant un système de points de victoire, avoir plus de points à la fin de la partie, bien évidemment. Et alors j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc je vais y revenir très rapidement, mais à mon sens, c'est un jeu qui mérite clairement qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Parce que vous avez une mécanique de jeu qui est extrêmement fluide et extrêmement combinatoire. Et ça, c'est très grisant quand on joue à Anunnaki, parce que grâce à ce système d'action que vous avez sur vos plateaux joueurs, donc un système en étoile, vous allez déplacer un jeton à la façon d'un scythe, si on veut, pour déplacer vers
un point d'action vers une autre action, sauf que si vous réussissez à respecter un pattern, eh bien vous allez pouvoir gagner des améliorations, invoquer de nouveaux dieux, donc des dieux mineurs ou le dieu primordial si vous réussissez à faire la totale, et également, grâce à d'autres systèmes d'action, vous allez pouvoir améliorer vos actions en place pour pouvoir rejouer de nouvelles actions, vous allez pouvoir récupérer des unités, vous allez pouvoir exploiter des territoires pour pouvoir récupérer des ressources, bref, tout un tas de choses qui se combinent plutôt merveilleusement bien pour une expérience de jeu très fluide, très dynamique, et qui, clairement, voilà. Le petit point noir, c'est que le jeu, voilà, prend beaucoup de place, il vaut son prix, il vaut un certain prix, voilà, ça doit être un peu plus de 90 €, même un peu plus de 95 je pense, pour beaucoup de place, il y a des grosses planètes, il y a vraiment beaucoup de place, et voilà, des figurines ne sont pas forcément de qualité. Mais tout ça, moi je l'ai occulté sous l'expérience de jeu que j'ai trouvé fabuleuse. Je me suis vraiment éclaté à jouer à Nunaki, et ça a convaincu 100% des personnes à qui je l'ai présenté pour plusieurs parties, donc qui se sont vraiment déroulées différemment, dans le sens où on va avoir des stratégies militaires, des stratégies plus qui vont reposer sur de la conquête de territoire, des stratégies qui vont être plus sur de l'amélioration de notre plateau avec nos actions, bref. Une expérience réussie à mon sens, et qui mérite clairement le coup d'œil, voilà, pour un Nunaki, donc il devient top 3 de cette première partie d'année. Je continue avec le top 2. T'as vu, on fait rapide. Pourquoi? Parce que tout ça, on en a déjà parlé. Ouais, on en a déjà parlé. Tu trouveras tout, si tu cherches sur la chaîne, tu trouveras tout si tu veux plus de détails. Numéro 2, on va parler d'un jeu qui était très attendu par bon nombre d'entre vous, un jeu qui a été localisé par Lucky Duck Games. On parle de Wonderland's War. Wonderland's War, c'est un jeu de conquête de territoire et de majorité, mais assez particulier, dans le sens où vous jouez sur deux phases. Une première phase qui est une phase de programmation, si on veut dire, dans le sens où vous allez faire un tour, vous avez un pion que vous allez faire tourner autour d'une table pour vous arrêter sur les cases qui vous intéressent, pour récupérer des cartes qui vous permettront d'obtenir des bonus et de placer des unités dans les territoires qui vous intéressent d'obtenir, voilà, de contrôler. Et une fois que chacun a fait ça, eh bien, sur tous les territoires où il y a des conflits, on va les résoudre. Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous allez faire du backbuilding, construction de sacs. Alors non, on n'est pas au crochet, on est bien en train de remplir le sac de jetons, et de jetons que vous allez pouvoir sortir au gré de la partie lors de ces fameux affrontements. On sort, hop, main cachée, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un truc à la con, aïe, ça fait mal, ou alors un truc plutôt cool qui va nous rajouter des points de combat et des effets combinatoires en fonction des cartes que vous aurez sélectionnées, parce que vous avez de la rejouabilité dans le War, parce que vous avez des jetons donc, qui ont certains motifs, bref, sauf que eh bien, l'utilisation de ces jetons peut changer au gré des parties en fonction de ce que vous leur associez, en fonction des cartes, bref, il y a vraiment une idée autour de ça qui est très intéressante vis-à-vis de la rejouabilité. C'est un jeu qui est très nerveux, qui est forcément chaotique, hein, parce qu'on est sur de la pioche forcément dans un sac, donc chaotique mais quand même un petit peu mesuré dans le sens où bah, ce sac c'est nous qui allons le remplir hein, de ce qu'on veut, mais en même temps vous allez avoir des jetons folie, je crois que c'est, je sais plus si c'est folie ou c'est quoi, peu importe, qui sont des jetons, si ça c'est folie, qui vous font perdre des unités, et si jamais vous n'en avez plus, eh bien vous perdez la majorité, vous perdez le combat là où vous vous trouvez, et le but c'est que, eh bien simplement, lorsque le combat se termine, celui qui a le plus d'unités remportera le plus de points, le deuxième, le troisième, etc. Et au gré de la partie, on obtient des points de victoire. À la fin de la partie, on regarde qui est-ce qui en a le plus, on a des quêtes aussi à accomplir, voilà, en deux temps, une quête fin de partie et une quête immédiate. Bref, c'est nerveux, c'est riche, le thème, bon, il passe un petit peu à côté, ok, c'est beau, c'est coloré, etc., mais on se sent pas incarner un personnage du monde du Lord Alice, voilà, c'est pas comme ça que je le ressens en tout cas. Néanmoins, voilà, c'est un jeu qui est très nerveux, qui donne une grosse ambiance autour de la table, beaucoup de tension, et c'est vraiment ça qui est plaisant. Faut être évidemment, enfin, dans ce genre de jeu-là, faut mieux être 3. Voilà, vaut mieux être 3 ou 4, mais je crois qu'on peut jouer jusqu'à 5 à celui-ci. Mais clairement, à 2, voilà, ça perd un peu de son sens parce qu'on a un espèce de joueur neutre et c'est pas forcément aussi fun que lorsque l'on est finalement tous en train de piocher dans un sac pour savoir qui va poutrer l'autre. Voilà, c'est que ça on aime bien poutrer, ça c'est sympa. Voilà, bref, t'as compris. Number 2 est un jeu qui m'a vraiment convaincu. Pour le coup, j'ai même racheté ensuite le kit de luxe des jetons, le jeu de luxe, en veux-tu, en voilà, parce que j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Quand je surkiffe, eh bien je ne compte pas. Avant d'enchaîner sur mon top 1 de ces 6 premiers mois, je vais revenir, comme je le disais en début de vidéo, sur certains jeux qui auraient peut-être pu entrer dans ce top, mais malheureusement, soit je n'y ai pas suffisamment joué, soit je n'y ai pas joué du tout. Donc ce sont des mentions honorables, si on peut dire, dans le sens où je pense,
vu de la maigre expérience que j'ai, que ça aurait pu y rentrer, donc c'était un peu tordu, on est d'accord, mais voilà. Donc dans ces jeux-là, il y a les Rats de Vistar. Rats de Vistar, qui est l'autre jeu à côté d'Anunnaki, donc de Danilo Sabbia et Simone Luciani, qui est un jeu dans lequel vous allez donc voilà, diriger une famille de rats, dans l'idée de... vous allez vous balader dans une baraque, histoire de récupérer du fromage, récupérer des trésors, tout ça, bref. Je passe rapidement là-dessus parce que le lore, j'avoue que j'ai pas totalement tout saisi. Voilà, il y a un truc très enfantin, très joli, voilà, il y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, je me suis pas totalement pris dans le truc. Parce que j'ai joué qu'une seule fois celui-ci, c'est pour ça que je t'en parle maintenant. Parce que j'ai joué qu'une seule fois, mais j'ai vraiment adoré. Le truc, c'est que j'ai pas suffisamment joué pour te dire, voilà, c'est génial, ça vaut le coup, faut que tu l'achètes. Voilà, clairement, je peux pas faire ça. Donc c'est un jeu dans lequel on va devoir, donc à chaque tour, placer un ouvrier, un ouvrier, c'est un grand rat, sur une roue d'action. Une roue qui, au gré des manches, va pivoter à chaque fois d'un quart et qui va faire correspondre des actions avec des actions bonus de manière différente. Ce qui fait que lorsque l'on place notre rat, on a une action principale qui est jouable. Dans ces actions principales, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir récupérer des matériaux, on va pouvoir creuser notre trou à rat, si je puis dire, pour pouvoir faire plus de place, pour pouvoir construire plus de choses, on va pouvoir construire des lits, donc quand on construit des lits, eh bien, on débloque un nouvel ouvrier que l'on va pouvoir placer autour de cette roue. Je vais t'expliquer à quoi ça sert ensuite, enfin, je vais même le faire maintenant en fait, parce que ces petits ouvriers, quand tu le mets autour de la roue, eh bien, elle va correspondre avec un tiers entier de la roue, donc deux actions principales, t'as vu, c'est technique, et l'idée c'est que plus tu as d'ouvriers, plus tu as de ces petits ouvriers derrière ces actions-là, plus ces actions sont fortes lorsque tu places ton grand ouvrier dessus. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Et tu vas pouvoir aussi donc te déplacer dans cette maison pour pouvoir aller explorer. L'idée c'est que lorsque tu vas explorer, tu vas révéler des sortes de missions qui sont des missions pour tout le monde, qui sont des choses, voilà, il faut pouvoir soit payer un certain nombre de ressources, soit pouvoir attester du fait qu'on a récupéré telle ou telle chose, bref, peu importe, on place un petit tube, et en même temps, on améliore quelque chose qui correspond à notre gameplay, voilà, quelque chose qui est en bas de notre plateau, c'est très intéressant. C'est un jeu qui est extrêmement frustrant, parce que vous avez peu de place, autour de cette roue. Donc en fait, quand vous allez vous placer, si vous jouez en dernier, eh bien c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement pénalisant. C'est quelque chose que j'avais trouvé aussi pénalisant, par exemple dans Darwin's Journey aussi de Simone Luciani. Si vous êtes dernier joueur, eh bien clairement, ça va être très compliqué. Et bien là, voilà, il y a une lutte pour le premier joueur qui est forcément présente, qui est nécessaire, même si jamais on veut éviter de se faire rouler dessus, parce qu'on récupère que les miettes, grosso merdo. Et à côté de ça, vous avez une partie, donc c'est la partie, voilà, sur laquelle je suis pas encore tout à fait convaincu, c'est la partie où vous avez quand même un peu d'aléatoire sur ce jeu, dans le sens où vous allez révéler les missions, voilà, tout à fait random, c'est quelqu'un qui va le faire, il va la retourner, et ok, bah tant pis, il l'a fait pour les astrous, ça va aider quelqu'un d'autre et pas lui. Vous avez des tuiles que vous allez récupérer, ces tuiles aussi elles sont face cachée, donc on va piocher au hasard, ah bah ça c'est sympa, oh bah en fait je m'en fous un peu, bref. Et autour de ça aussi, vous avez des cartes, vous avez beaucoup de cartes, et ces cartes-là, eh bien on va les jouer, on va les placer devant nous, et ces cartes, elles apporteront des bonus, des actions, des améliorations d'actions, ce genre de choses-là, des points de fin de partie, bref. Donc il y a un truc très riche autour des Rats de Vistar. Je t'en parle maintenant parce que moi c'est un jeu qui m'a marqué, même si je n'y ai pas encore suffisamment joué. Donc voilà, sache que eh ben, ça existe et que je vais t'en parler sur la chaîne. Un autre jeu que je vais évoquer sur la chaîne et qui m'a été demandé par bon nombre d'entre vous. Parce que oui, je l'ai, mais je n'ai pas encore commencé. Parce que c'est un jeu qui demande un investissement conséquent. Un investissement surtout sur plus qu'une soirée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste sur la table, et qu'il reste un bon petit moment sur la table. Est-ce que tu vois de quoi je parle? On va parler du Skijo. On va parler d'ISS Vanguard. T'as vu? Je t'ai fait croire. ISS Vanguard, bien évidemment, c'est l'une des attentes, c'est peut-être l'une des plus grosses attentes de vous qui regardez la chaîne, là. Parce que je sais que vous aimez bien, vous, la personne qui est toi. Toi, tu regardes ton écran, regarde-toi, tu coupes, non, tu ne coupes pas, regarde-moi. Mais tu vois, tu te mets un miroir, c'est toi que je parle. Voilà. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne-là, vous aimez bien les gros jeux, vous aimez bien les jeux d'exploration, les jeux d'aventure, le thème spatial, vous me correspondez un petit peu finalement, et puis moi je vous corresponds un peu, j'espère. Mais quoi qu'il en soit, on a ici un jeu que j'attends depuis très longtemps, ISS Vanguard. Et je vais te donner une petite anecdote. Il sera à gagner sur la chaîne. Ouais. Pas maintenant, par contre. Désolé, mais pas maintenant. Je t'ai dit, j'ai pas joué. Pourquoi ça? Parce que le jeu, je l'ai pledgé. Mais le gars, là, un jour, il s'est dit, il va être raisonnable. Bon. Il faut qu'il soit raisonnable, mais au bon moment. Parce que le gars, il s'est dit, il va être raisonnable. Non, 2 vagues, c'est quand même, voilà, c'est peut-être pas...
vis-à-vis de l'écologie et vis-à-vis des frais de port, voilà, c'est peut-être plus raisonnable de prendre une seule vague. Bon, je l'aurai dans 2 ans mon jeu, quoi. Hein. Voilà, vous l'aurez fini, moi je l'aurais même pas commencé. Mais, Asmodée s'est dit, tiens, on va lui en envoyer un. Et je l'ai reçu. Voilà, version boutique. Donc forcément, je vais y jouer. Je vais y jouer parce que j'ai envie de vous en parler et parce que clairement je suis très impatient de pouvoir jouer à ça. Donc ça, typiquement, c'est un jeu qui sera remporté sur le Ko-fi à un moment donné, parmi d'autres. Voilà, parce que le Ko-fi, je l'ai pas dit, mais c'est surtout les plus gros jeux, les grosses boîtes, ce sera surtout sur le Ko-fi, bien évidemment. Donc, ISS Vanguard, énorme attente, jeu d'aventure spatiale, coopératif, bref, je vais pas m'étendre dessus parce qu'encore une fois j'y ai pas joué, mais t'as compris que je l'attendais énormément, donc il fait partie de ces mentions que je devais faire parce que je sais que certains d'entre vous allaient vous demander comment c'est possible que t'as pas ISS Vanguard là-dedans. Dis-le moi en commentaire si tu le penses, si t'allais le dire. Mais t'allais le dire, forcément t'allais le dire, il y en a beaucoup qui allaient le dire. Donc voilà, et on enchaîne avec le top 1, le top 1, le top 1 de ces 6 premiers mois, et après on fait les flops. Alors pars pas trop vite, Je sais pas si c'est bien de commencer par les tops et faire les flops après. Bon après, je sais que les 3/4 d'entre vous, vous allez faire chapitre pour voir de quoi je parle. Je suis pas fou. Le top 1 de ces 6 premiers mois, c'est une expérience une expérience qui m'a vraiment convaincu forcément, parce qu'il est top 1, et quelque chose qui m'a vraiment surpris de par son gameplay. Je vais vous parler de Black Rose Wars Renaissance. Black Rose Wars Renaissance, c'est un jeu qui, à mon sens, a créé de nouvelles limites autour de cette typologie de jeu, donc de jeux grosse boîte, grosse figurine, gros tarif bien évidemment. Vous le savez, sur cette chaîne, il y a quand même pas mal de jeux qui excèdent les 100 balles, parce que c'est ce que je préfère en fait, clairement. Hein. Alors c'est pas parce que j'aime bien dépenser, c'est pas ça, c'est surtout que c'est le tarif que ça vaut apparemment. Donc, voilà, on paye, voilà, bref. Donc, Black Rose Wars Renaissance, c'est un jeu dans lequel, alors je l'avais dit, il y a très peu de lore. Alors après, on m'a repris, on m'a dit, si, il y a un lore en fait, mais il est transposé sur plusieurs jeux. Donc vous avez Black Rose Wars, le premier, Renaissance, vous avez le 3e jeu qui est en livraison, là, Noveas... et je me suis pas renseigné, dis-le moi en commentaire. Et donc en gros le lore va se transposer autour de tout ça, donc forcément moi j'en ai un qui est en plein milieu, et du coup le lore est très léger, voilà, il est très léger, il y a une loge de la rose noire, elle revient, on sait pas trop pourquoi, bref, peu importe. Parce que le jeu, il est vraiment bon. Le jeu est vraiment bon. J'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne, donc si jamais tu cherches plus de précision, savoir comment ça se joue, tout ça, n'hésite pas à aller checker. Donc Black Rose Wars Renaissance, on incarne un mage qui est un mage, et donc on joue sur des différentes tuiles hexagonales, et l'idée, ça va être donc d'avoir le plus de points de victoire à la fin de partie, parce que oui, c'est un jeu à points de victoire. Et l'idée, c'est que pour ça, on va jouer sur un système de programmation, on va avoir déjà un deck préétabli, enfin pas préétabli, on va avoir quelques cartes en tout cas, qui correspondent à notre personnage, mais en plus de ça, on va sélectionner une école de magie. Déjà, première chose, il y a une thématique et qui sert le jeu, qui sert la mécanique, et moi ça me plaît. Parce que dans ces écoles de magie, on va avoir différentes typologies de jeux, de gameplay. On va avoir des gameplays très agressifs, on va avoir des gameplays plus défensifs, des gameplays qui vont reposer plus sur la collecte de ressources, enfin bref, vous avez quelque chose de vraiment polyvalent lorsque vous jouez à Black Rose Wars Renaissance, parce que vous allez donc pouvoir, à chaque partie, tenter de soit vous concentrer sur une école de magie. Alors au départ, sur les premières parties, on vous conseille de le faire, mais réellement la richesse du jeu, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque vous allez commencer à comprendre un petit peu comment les choses se mêlent entre elles, c'est d'aller checker les autres cartes et de commencer à construire un deck in-game. Donc pendant la partie, vous allez construire un deck avec des cartes qui vont plus ou moins se compléter, de telle manière à avoir des stratégies toujours différentes. Et ça, c'est très réussi. C'est vraiment très réussi, c'est très intéressant, c'est bien. Et autour de ça, vous avez d'autres notions de gameplay qui sont super intéressantes. Parce que oui, on peut se tataner la tronche. Et ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas un jeu dans lequel la mort est quelque chose qui va vous plomber. Pas du tout. C'est juste que vous-même, votre corps, est une génération de points de victoire. C'est un générateur de points de victoire, plutôt. Ben oui, parce que tu vas infliger des dégâts, tu vas mettre des petits cubes de ta couleur dessus, et si, quand la personne décède, celui qui en a mis le plus, il remporte plus. Voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Et ça,
super intéressant encore une fois, parce que chaque personnage fait finalement lui-même une génération, un générateur de points de victoire, et ça je trouve ça très grisant, très satisfaisant, sans être forcément trop pénalisé, parce que vous allez mourir plusieurs fois, et c'est normal, c'est pas que vous êtes nul, hein, c'est normal, vous allez être ciblé, vous allez mourir, parce que bah voilà, vous faites partie aussi du jeu, dans un sens vous êtes actif pour tenter de gagner, dans un autre sens, eh bien vous faites partie du gameplay du plateau, voilà, ça c'est très intéressant. Et on a tout un tas de choses, vous allez améliorer les fameuses tuiles là, les tuiles hexagonales, c'est des salles que vous allez réparer grosso merdo en fonction de ce que vous allez faire. Il y a des actions qui vous permettent de placer des cubes sur ces endroits-là. Quand elle est réparée, pareil, système de points de victoire suivant la majorité de petits cubes que vous avez dessus. Autour de ça, vous allez jouer des sorts pour pouvoir générer des sortes de combats aussi. Enfin bref, c'est riche. Voilà, Black Rose War Renaissance, c'est riche, je m'arrête là parce que j'en ai déjà parlé longuement en vidéo, mais clairement c'est une expérience unique et c'est finalement ce que j'aime, c'est je recherche ces expériences-là, je recherche ces expériences uniques, celles que vous allez mettre sur la table, ça plaît pas, c'est pas grave, tout le monde n'a pas été convaincu autour de moi, attention, je préfère le dire, tout le monde n'a pas été convaincu autour de moi parce que c'est un jeu qui va générer des avis, voilà, c'est pas un jeu qui va laisser indifférent. C'est ça que je veux vous dire, c'est pas un jeu qui laisse indifférent. Soit on va vous dire, c'est vraiment génial parce que c'est novateur, parce que ceci, parce que cela, soit on va vous dire, c'est trop de choses, trop plein de choses. Personnellement, je suis de la première catégorie, je trouve ça super novateur, je trouve ça super original, et ça me plaît énormément, donc top 1 pour cette première partie d'année. On verra au mois de décembre s'il y est toujours, parce qu'il y a plein de choses qui sortent, et il y en a déjà que j'ai testé qui vont sortir après. Et je te garantis que le classement, il y a moyen qu'il bouge. Mais bon, ça on verra ça au mois de décembre. Voilà. On enchaîne sur quoi? Sur les flops? On enchaîne sur les flops. Les flops. Flop 3. Flop 3. J'en ai parlé aussi longuement sur la chaîne. Il faut que j'arrête de dire ça parce qu'en fait, tous les jeux, finalement, j'en ai parlé plus ou moins longuement sur la chaîne. Ouais. Mon flop 3, c'est pas un jeu forcément dont j'attendais énormément de qualité, mais c'est de l'adaptation de licence. Et je suis très sensible à ça parce que souvent l'adaptation de licence en jeu de société rime adaptation de licence de jeux vidéo. Et vous le savez très bien, je suis aussi un gros joueur de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Skyrim, le jeu d'aventure. Alors dans ma vidéo, je l'ai longuement évoqué, j'ai vraiment beaucoup joué pour le coup, pour vraiment vous proposer une review concrète en tout cas. Ma conclusion, grosso merdo, c'est que Skyrim, c'est cher pour ce que ça propose. Voilà. Mais, je me suis amusé. Je me suis amusé à y jouer. Mais encore une fois, moi je l'ai reçu pour vous le présenter. Voilà. J'ai pas déboursé les 120 ED pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir y jouer, je veux dire. Donc, voilà, il faut transposer ça aussi en face. Skyrim, c'est un jeu donc qui reprend forcément Skyrim le jeu d'aventure, qui reprend le Skyrim le jeu vidéo, on est basé là-dessus, vous avez compris. Et l'idée c'est que vous êtes dans un jeu coopératif ici, dans lequel vous allez incarner donc voilà un personnage issu de la race du lore de Skyrim bien évidemment, et vous allez suivre des histoires. Dans ce côté-là, il y a un petit côté Fallout de Bethesda également, où vous allez suivre un arc narratif, et puis parfois vous allez avoir quelques quêtes annexes, ce genre de choses-là, qui sont soit communes, soit vraiment attitrées au personnage que vous incarnez parce que vous avez fait une rencontre, etc. Vous allez vous déplacer sur certains lieux, à la fin du tour, en fonction du lieu où vous êtes, vous déclenchez certains événements, bref, tout ça c'est du classique. On l'a vu et revu un petit peu partout, ce n'est pas mauvais. Attention, ce n'est pas mauvais. C'est juste que c'est déjà vu. Et le livret de règles est infâme, par contre je le redis, je l'ai dit dans la vidéo, le livret de règles est infâme. C'est vraiment difficile de s'y mettre. J'ai mis du temps à m'y mettre, alors que le jeu il est d'une simplicité. Il est simple le jeu. Il est simple, pas simple mauvais, c'est juste simple. Le livret de règles, il est pas simple. Il y a des moments où on répète 3 fois la même chose, et j'exagère même pas, il y a des encarts où 3 fois c'est répété la même chose. Mais laisse-moi tranquille, je suis pas débile. Si je joue à ça, c'est que j'ai un peu de jugeote quand même. Enfin, j'imagine. Bref, donc Skyrim, c'est un jeu qui, à mon sens, s'il valait le tarif d'un Fallout, donc 50-60 balles, ça vaudrait le coup à mon sens, même si le livret de règles, il est compliqué. Mais là, clairement, moi je trouve qu'à 120 balles, ça fait mal. Et voilà, en termes de contenu de jeu, je trouve que ça reste assez léger par rapport à d'autres sorties. Je faisais la comparaison avec justement ISS Vanguard qui semble cocher beaucoup plus de cases que Skyrim. Alors même si Skyrim le prix conseillé ça doit être 120 balles, ISS ça doit être 160, mais voilà, je me dis quand même on est sur quelque chose à gros tarif, grosse boîte, et finalement il y avait en plus un gros problème avec le système de sauvegarde qui est juste injouable, c'est-à-dire que si vous mettez tout dedans, et bien quand vous ressortez vous savez plus ce qui s'est passé. Bref, voilà, à mon sens Skyrim c'est pas un jeu qui marquera
les ludothèques, et voilà. En flop 2, j'en ai parlé il y a très peu de temps, et j'ai passé un petit peu de temps. Arrête de dire ça. Tu vois, tu te répètes. T'as vu? Je me répète. Ouais, mais je me répète, je sais, mais en fait, ça me revient. Mifwin. Je te parle de Mifwin. Alors, Mifwin, contrairement à Skyrim, j'avais de grosses attentes. J'avais de grosses attentes parce que, sur le papier, c'était fabuleux. Sur le papier, Mifwin, c'était fabuleux, c'était une expérience unique, c'était un jeu pépouze, tu vois? Voilà, jeu pépouze. Dans les jeux pépouze, qu'est-ce que je fous dedans? Je fous Earthbound Rangers. Earthbound Rangers, et j'en ai pas parlé sur la chaîne encore, mais ça va venir, je vais en parler. Parce qu'Earthbound Rangers, ça n'a pas convaincu tout le monde non plus, mais pour moi, c'est une expérience unique. C'est une expérience unique, c'est vraiment... Je me pose le soir, t'as ta journée de merde dans les pattes, et j'en ai un. Je vous le garantis que j'en ai. Je suis dans le nucléaire, pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'on me pose 1000 fois la question. Je vous le dis, je suis dans le nucléaire. J'ai des journées de merde. Et... quand t'es tout seul, parce que, bah, je sais pas, la personne qui t'accompagne, elle est occupée à autre chose, les enfants sont au lit, tu sors Earthbound Rangers, ah, t'as vu, je vais en parler de Mifwin, mais bon, bref, tu sors Earthbound Rangers et c'est détente. C'est détente, Earthbound Rangers. C'est vraiment détente. Et c'est ce que je voulais retrouver dans Mifwin. Et Mifwin, bah, c'est pas ça. C'est détente. Clairement, voilà, on est sur un jeu posé, mais qui, je pense, l'est un peu trop. C'est un jeu coopératif, dans lequel tu vas pouvoir incarner un personnage parmi 4. Donc ce sont 4 rôles qui sont asymétriques sur une partie du gameplay, parce que vous allez donc avoir un garde forestier, vous allez avoir une marchande, une artisane et un fermier. Le matos c'est incroyable. Par contre je dois le dire, le matos c'est l'un des matos les plus qualitatifs que j'ai vu depuis bien longtemps. Clairement, le matos est d'une qualité de ouf. Bref, t'as vu, j'ai perdu mon vocabulaire, je suis sorti de ouf. Bref. On arrête de dire bref. L'idée, c'est que tu as des plateaux, en fait, des plateaux qui se ferment et ça te sauvegarde tout. C'est-à-dire que quand tu sors le jeu, quand tu sauvegardes, c'est extrêmement rapide et ça, c'est extrêmement grisant. On est sur des points positifs. On est sur un jeu qui utilise des plateaux double couche avec un plastique au fond dans lequel vous allez pouvoir mettre des cartes qui correspondent au bâtiment que vous allez construire et hop, vous allez tout empiler, fin de l'histoire, c'est sauvegardé. Et ça, c'est bien. Le jeu en lui-même, eh ben, il est moins bien. Pourquoi? Parce que vous avez un jeu qui vous propose une interaction, enfin, qui vous propose un jeu asymétrique dans une partie du gameplay qui est une partie qui correspond exclusivement au joueur. C'est-à-dire que le joueur joue sa partie par exemple du fermier, le fermier il va planter ses petits machins, etc., etc. Sauf que ça, c'est totalement décorrélé du gameplay des 3 autres. Si vous jouez à 4, évidemment. Il est jouable en solo. Et l'idée, c'est que... Enfin, le problème que j'ai avec Mifwin, c'est que donc vous allez jouer suivant plusieurs phases, donc il y a une phase météo, révèle la météo, quel temps il fait, chez certains ça va impacter, d'autres s'en foutent, très bien. On va placer nos petits ouvriers à certains, enfin ces grosses figurines d'ailleurs, à certains endroits du plateau, donc sur le plateau finalement coopératif, qui est le village, on va se placer dessus de telle manière à déclencher certaines actions, recruter des ouvriers, ce genre de choses-là, et c'est tout. C'est la seule interaction que vous aurez avec les autres joueurs, parce qu'à partir de là, vous allez jouer sur votre plateau tout seul, et vous allez avoir vraiment un gameplay qui est propre à votre personnage, et qui est radicalement différent de ce que proposent les autres. Et en plus de ça, eh ben c'est pas simple. Le fermier, c'est le meilleur exemple pour moi, parce que c'est le meilleur personnage, parce que justement il est plus simple, il aborde le gameplay vraiment de manière plus fluide, et ça je trouve ça intéressant. Les autres par contre je les ai trouvés assez infâmes, parce que vous avez l'artisane qui elle va choper des matériaux qu'elle vient mettre dans un sac, elle a une autre action pour aller piocher dans le sac et mettre dans son inventaire, elle a une autre action pour pouvoir améliorer, raffiner ses matériaux, mais pour raffiner ses matériaux il en faut en plus dans l'inventaire à défausser, bref, il y a tout un système comme ça, on le comprend, attention, mais voilà, c'est quelque chose qui fait que si vous ne jouez pas ce personnage, vous ne comprenez pas ce que fait le joueur en face, à moins que tout le monde ait déjà joué tous les personnages, et ce qui est déjà une perte de temps considérable. Et vous avez la marchande qui joue carrément avec un boulier, c'est presque un boulier le truc. Et là on monte les prix, j'achète, si j'achète, il y a moins de demandes, donc on baisse les prix, etc. On a des commerces rivaux, donc on va piocher des cartes. Ah, le rival numéro 1, qu'est-ce qu'il fait? Hop, je regarde le livret, attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il vend, il achète, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il n'y en a pas ici, qu'est-ce qu'il achète? Il achète tout. Ah mince, ça fait baisser les prix. Et là, je vous promets, hein, on est face à face, en train de jouer, et là on en regarde, mais... je pas de rien. Et le truc, c'est que, en plus de ça, vous ne jouez pas à la même durée. C'est-à-dire que vous avez le garde forestier, par exemple, alors le garde forestier, il est complètement foiré, il faut le dire quand même, c'est que ce personnage est complètement foiré, d'ailleurs, il faut le savoir que sur Mifwin, la V1 est foirée. Des dires des auteurs, en fait, c'est qu'ils sont en train de refaire, il y a une V2 qui arrive.
sont en train de refaire, sauf que Don't Panic, ils ont localisé la V1. Bah oui, mais bon, après, voilà, ils ont localisé la V1. Donc voilà. Ce qui fait que tu te retrouves avec un jeu qui est foiré. Et le personnage du garde forestier, il est injouable. Donc je t'inviterai à aller voir la vidéo, j'en reparle un peu plus précisément. Mais ce qui fait qu'en fait, déjà, ne serait-ce que le garde forestier, il joue beaucoup plus vite que les autres. Donc là, il va faire son petit truc, tac, et puis toi, t'as encore ton boulier, là, tac, alors ça monte le prix, ça baisse le prix, etc. Et là, franchement, c'est l'ennui, quoi. Et là, c'est l'ennui. C'est l'ennui, c'est raté. Donc c'est pas des soirées 4 joueurs qu'on va passer, voilà, endiablés. Non, on s'est ennuyé. Et c'est vraiment une déception parce que le jeu est magnifique, il est superbe, il est très beau, il propose beaucoup de choses qui sont sur le papier novatrices. Malheureusement, à l'exécution, c'est raté parce qu'on est sur un jeu qui est asymétrique, sans interaction, ce qui fait que chacun fait son bricolage de son côté, et tout ça pour gagner du pognon. En plus, c'est ça que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que la base, c'est quand même de gagner de l'argent pour suivre éventuellement une narration, parce que le jeu s'arrête jamais, en fait, il y a une narration que l'on va suivre. Mais la narration elle se déclenche qu'à certains moments, donc on est très spectateur de finalement de ce qui se passe, et c'est un peu dommage, donc je m'arrête là pour Mifwin. Et enfin, mon flop 1. On a fait 3, 2, 1. Flop 1, le plus gros flop des flops. Ça, je pense que si vous suivez la chaîne, vous avez déjà deviné ce que c'était. On va parler bien évidemment de... T'as deviné? Je te demande. Cyberpunk 2077. Et oui, The Gangs of Night City. Attention, parce qu'en ce moment, on parle aussi de CD Red Projekt, c'est le développeur du jeu vidéo. On parle aussi de celui de chez Go On Board qui va débarquer. Je parle pas de ça, évidemment, j'y ai pas joué. Là, je te parle vraiment de celui de Cool Mini Hornet. Et alors, celui-ci, c'est chiant. Voilà, c'est juste chiant. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un jeu qui emprunte l'univers. Donc, on est sur la map de Night City, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. On va avoir un semblant de conquête de territoire, dans le sens où on va avoir des unités, on va avoir un territoire d'origine, voilà. Et l'idée, c'est que, vous allez avoir sur un système un petit peu euro, dans le sens où on va descendre des jetons qui vont déclencher certaines actions, certaines figurines même. Et l'idée, c'est quand même de se dire que, vous allez avoir donc parfois un petit peu de combat, mais du combat qui est un peu aléatoire, dans le sens où vous allez jouer des cartes de votre main, mais ces cartes, vous allez pouvoir les améliorer sans que les autres sachent réellement ce que vous avez chopé. Vous allez avoir certaines actions qui vont carrément peut-être basculer totalement sur un jet de dés, je pense par exemple au Netrunner. Et vous avez un jeu qui n'apporte rien, mais vraiment qui n'apporte rien du tout dans le paysage ludique, et au contraire, on s'ennuie, quoi. Vraiment, je me suis retrouvé, j'ai joué avec plusieurs groupes autour de la table, et on s'ennuie parce que on fait 2 actions par tour, et on n'a pas l'impression d'impacter grand-chose. On achète des cartes, ok, mais on les achète parce qu'on a la possibilité de le faire, voilà, mais on n'a pas vraiment de stratégie préposée pour pouvoir progresser sur Cyberpunk 2077, et finalement c'est juste un emprunt de licence qui à mon sens est totalement raté. On a un jeu qui sera totalement à oublier à mon sens, et voilà, j'attends de voir, parce que je suis vraiment fan de la licence Cyberpunk 2077, donc l'adaptation du jeu vidéo, et d'abord c'est un jeu de rôle, je sais, donc du coup, je m'intéresse quand même à ce qui va arriver par Go On Board, même si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne aussi. Go On Board, je me méfie un peu. J'ai certaines réticences sur certaines choses. Mais bref, j'espère avoir l'occasion d'en parler. D'ailleurs, je leur ai demandé est-ce que c'est possible de discuter. Bon, ils m'ont ghosté. Voilà. Je pense que j'aurai pas de proto, j'aurai rien du tout. Mais c'est pas grave. On verra. Si jamais on peut le tester, on verra ce qu'on peut faire pour pouvoir en discuter, bien évidemment. Et voilà, j'ai fait le tour de ces 6 premiers mois. Dis-moi toi, en commentaire, ce que tu préfères. Alors, ce que tu préfères, ce que tu as préféré, ce qui t'a vraiment déçu dans cette première partie d'année, parce que forcément, hein, moi j'ai mes goûts, hein, là tu l'as vu, il y a des gros jeux, forcément, moi c'est ce qui me correspond, attention. Donc il y a d'autres jeux qui sont très sympathiques, j'ai découvert par exemple Star Wars Bounty Hunter, voilà, Star Wars Bounty Hunter c'est très cool, je l'ai pas mis dedans parce que je l'ai trouvé, voilà, je crois que ce serait peut-être en 4 ou en 5, mais parce que c'est un plus petit jeu. Et les plus petits jeux, c'est moins ma cam. J'aime bien, parce que je trouve que voilà, c'est efficace, ça va vite. Le jeu en simultané, j'aime beaucoup. Je te parle de ça maintenant, il est pas dans le classement, mais je t'en parle parce que voilà, c'est un jeu voilà, qui m'a marqué, que je trouve très agréable. Voilà. Donc, si t'as des commentaires, n'hésite pas à les glisser là-dessous. Si tu veux participer au Ko-fi pour tenter de remporter une copie, en ce moment, c'est la copie de Skyrim qui est à remporter justement. T'as vu? J'en avais parlé, je l'ai vendu. Bref. Tu pourras te faire ta propre idée, et ça c'est le plus important. Donc n'hésite pas à aller voir sur le Ko-fi, le lien est en dessous, tu vas pouvoir participer soit en one shot, soit de manière mensuelle, n'hésite pas à aller voir, et en attendant, un petit pouce bleu, on s'abonne, et on se retrouve bien évidemment très bientôt sur YouTube et sur Twitch aussi, parce qu'on fait du Twitch, ouais on fait du Twitch, j'étais parti pour le faire il y a pas longtemps, et en fait j'avais une migraine, donc je l'ai pas fait, mais t'inquiète pas, je sais que je l'ai dit la dernière fois, mais je vais le faire, voilà, donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton, bien évidemment.